Le plateau, c'est le centre des affaires. Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, c'est le centre des affaires, c'est le Manhattan de l'Afrique. Ça a été construit par le PDCI RDA, en tout cas sous la gouvernance du PDCI RDA. Le président Oufou a fait 33 ans au pouvoir. En 33 ans, il a construit toute la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara qui dit que lui, il venait pour faire l'émergence. En 15 ans, il n'a même pas pu construire même un quartier où les gens vont dormir. Il n'est même pas capable d'assainir les rues, voilà, de nos villes. La seule chose, c'est une tour qui est comme ça, qui va jusqu'à... Il veut aller au ciel, on ne sait pas pour aller chercher quoi là-bas. Peut-être il veut s'arrêter là-bas pour regarder le Burkina Faso, son pays, qui lui manque tant. Et puis aussi... les petits ponts, les petites routes, mais il n'y a rien dedans. Vous avez vu ce que Oufou a fait en 33 ans. Avec quoi? L'argent du café et du cacao. Il n'y avait pas de pétrole. Il n'y avait pas de dette extérieure. Ça dit qu'on n'allait pas prendre des crédits par milliard. Mais avec l'argent du cacao, la sueur de notre front, regardez ce qu'on a construit, le plateau. Alassane Draman Ouattara revendique le plateau aujourd'hui, mais ça ne marche pas. Le PDCI a construit le plateau, le PDCI peut se déplacer au plateau. Les militants et sympathisants du PDCI étaient très très nombreux, on verra l'image tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces militants et sympathisants, pas tous ceux qui sont membres du bureau politique, vont se réunir. C'est la 18e section du bureau politique du PDCI RDA, depuis que le parti est créé en 1946, 79 ans bientôt, le 9 avril 1946, donc dans 5 jours, le PDCI RDA aura 79 ans qu'il a été créé, et l'année prochaine, on va fêter les 80 ans du PDCI RDA et on va les fêter au pouvoir. Ça sera un événement grandiose qui va être célébré partout en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas une famille de la Côte d'Ivoire qui n'a pas un père ou un fils qui est militant ou qui est sympathisant du PDCI, qui s'est battu pour le PDCI et qui a aussi bénéficié de ce que le PDCI a fait pour cette Côte d'Ivoire. Parce que le PDCI, les 15 premières années après sa création, s'est battu pour que la Côte d'Ivoire obtienne l'indépendance politique, économique, sociale, et aussi, surtout, même aussi culturel, et aussi, dirais-je, aussi militaire. Le PDCI a mené ce combat, et pas seulement pour la Côte d'Ivoire, le PDCI a mené le combat de toute l'Afrique francophone en créant, en tout cas sur idée, c'était une idée du président Félix Houphouët-Boigny, en créant le Rassemblement démocratique africain, qui a même été créé avant le PDCI. Le Rassemblement démocratique africain a été créé ici où nous sommes, à Bamako, ici au Mali, et ce Rassemblement démocratique africain, depuis Bamako, a germé. On a eu le PDG, le Parti démocratique de Guinée, section du Rassemblement démocratique africain. Voilà, on a eu aussi le parti des... comment on appelle au Niger. On a eu aussi le parti de Guibo Bakari. On a eu beaucoup de partis. Voilà, merci beaucoup à ma soeur Esther Kofi Lupo Esther, qui est transitaire. Bon, elle vient de nous faire 20 euros d'abord, 20 $, pardon, je vous informe. Tout à l'heure, Esther qui est transitaire, elle nous a fait parvenir des images et vous voyez que elle est une femme de parole. Le conteneur est arrivé au Massachusetts et le conteneur le lundi part au port de Boston, direction Abidjan. Donc ceux qui sont en retard, n'hésitez pas. Je viens d'ailleurs dessus tout à l'heure. Voilà. Ok, on me dit que le RDA a été créé après le PDCI. Voilà, merci de me corriger. Voilà, en tout cas, ces années-là, j'étais un peu plus sûr. Bon, comment au fois il a combattu. Moi, c'est 44 là, mais après 46 jusqu'à 49, j'étais un peu perdu, mais après, bon, je vais me mettre à jour. Donc, mais plutôt après le PDCI. Ok, donc, comment on appelle ça? Le PDCI a envoyé l'idée du panafricanisme. C'est-à-dire de se mettre tous ensemble. Ce qui est sûr, c'est le syndicat agricole africain. Les planteurs de café cacao se sont mis ensemble et ils ont créé leur syndicat pour revendiquer les mêmes prix que les autres agriculteurs. Ça, c'était d'abord en Côte d'Ivoire. Après ça, ils sont allés créer un parti. Lorsque la France a dit, OK, désormais, bon, puisque je vous avais promis, De Gaulle a dit, je vous ai promis, c'était à Brazzaville, que si on devient indépendant, si on gagne la guerre, parce qu'on devient indépendant, si on gagne la guerre, je vais vous donner l'indépendance. Donc en 1944, on était presque à la fin de la guerre. C'était la conférence de Brazzaville qui a été organisée par un descendant de l'Afrique qui était Félix Eboué. Félix Eboué était gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Et puis, il a été digne
parce qu'on ne cite pas trop ces gens, c'est Félix Eboué qui a sauvé, je vais dire, ce monde. C'est ça que certains ne comprennent pas. Souvent, quand on parle, ils disent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas d'où on vient. Félix Eboué était noir. Même les Français, les Blancs, mais ils ont trahi. Ils ont commencé à collaborer avec les nazis. Les nazis qui avaient occupé la France. Ils ont occupé jusqu'à à la ligne Maginot. Ils occupaient jusqu'à un peu, voilà, avant d'arriver à Vichy, là. Donc, là-bas, à Vichy, c'est-à-dire dans cette région-là, où on fabrique notre monnaie d'abord, à Clermont-Ferrand, bon, c'est à côté de Vichy, et le gouvernement collaborateur ou collaborationniste de Laval et de Pétain. Pétain qui avait fait un coup d'État et qui s'est installé à la place du président de la troisième République. Voilà, le président de la Troisième République, Pétain s'installe, bon, parce que c'était un maréchal respecté de la Première Guerre mondiale, donc il s'installe, et qu'est-ce qu'il va faire? Il est le président, il nomme Laval comme son premier ministre, et puis il collabore, et Laval qui a été fusillé, ça certains l'oublient, voilà, Laval, il dit que pour envoyer les Juifs dans les camps d'extermination, on ne pouvait pas les séparer, on ne doit pas séparer les familles, il faut les envoyer ensemble. Donc on envoyait les enfants, que ce soit à Dachau, on envoyait les enfants aussi à Treblinka, on envoyait les enfants dans ces camps de concentration et on tuait leurs parents et beaucoup sont restés orphelins. Mais ils devaient transiter par Drancy, Drancy en région parisienne. Et c'est comme ça que, bon, puisque, bon, ça je parle de Laval, Pétain était comme un père de famille pour beaucoup. Parce que quand il disait non, ne faites pas des histoires avec les Allemands, ils vont nous massacrer, ils vont vous massacrer. Et puis il y a dans la politique allemande ce qu'on appelle le Spitzfausch. Le Spitzfausch, c'est la responsabilité collective. Si quelqu'un commet une faute, c'est-à-dire vous avez un résistant qui va attaquer des Allemands et il tue certains, quand il rentre dans le village, on tue tout le monde. Tous les garçons, les bras valides, on les tue. Les femmes même, on les tue. Il y a eu 600 personnes qui ont été massacrées dans un village. Donc, que s'est-il passé? Quand De Gaulle, qui avait réussi à fuir en Angleterre, il demande à ce que la France résiste. Il y a certes des maquis, il y a des résistants. Merci beaucoup à ma soeur Betty Assefoy qui à l'instant vient de faire don de $20 US pour soutenir Elvic TV. Betty Assefoy depuis les USA. Merci pour ce soutien d'effectif et sans faille d'Elvic TV Résistance. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a certes des maquis, mais ce sont des maquis qui sont faibles. C'est une résistance qui n'allait même pas pouvoir tenir sur le long terme. Parce qu'il n'y avait pas d'aide extérieure qui venait d'ailleurs, jusqu'à ce que, bien sûr, Hitler lui-même, il envoie ses forces en Russie et il va avoir l'opération Barbarossa et ils arrivent, les Russes résistent, ils résistent jusqu'à ce que l'hiver arrive et quand l'hiver arrive, les voilà qui sont coincés dans le froid, ils sont encerclés et puis il y a la 4e armée, je crois, allemande qui est encerclée, ils sont tous faits prisonniers, plus de 90 000 personnes. C'est environ 90 000, c'est division, c'est combien de... C'est plus de 3 divisions de l'armée, de la Wehrmacht, de l'armée du Reich. Ils sont faits prisonniers, donc il n'y a pas assez de force pour les envoyer au sud. Mais pendant ce temps, il y avait Rommel qui était, lui, le renard du désert, comme on l'appelait, Rommel, Erwin Rommel, c'était un maréchal allemand. Il commandait des forces allemandes qui étaient en Afrique. Et puis, bon, il était allé aider les Italiens, que ce soit en Libye et aussi en Tunisie, etc. Donc, comment est-ce qu'ils allaient casser déjà, puisque la France était encerclée, ne pouvait rien faire. Les résistants ne pouvaient rien faire. Le gouvernement qui était considéré comme légitime était un gouvernement de collaborateurs qui ne voulait pas vraiment se battre contre les Allemands puisqu'ils n'avaient même pas les moyens. Ils ont mis la main sur presque tout le pays, toutes leurs richesses. Donc il fallait des forces extérieures. C'est vrai, il y a eu les Américains qui sont rentrés, mais ils ont été occupés à partir de décembre 1941 à pile à bord. Donc ils n'avaient pas assez de forces pour les envoyer sur le continent européen. Il fallait que ce soit d'autres forces qui vont lancer le combat. Parce que ça s'est fait en 4 pour libérer l'Europe là. Aujourd'hui là, ça s'est fait depuis 4 positions. Il y avait 2 positions africaines, une qui part l'Égypte et bon, le Maghreb, mais qui va rentrer par Marseille. Il y a aussi une autre position, celle qui
va attaquer, c'est les Britanniques qui dirigent ça, qui va attaquer Rommel, etc. Et puis le général Eisenhower qui arrive, qui s'installe à Alger, Alger qui était française. Donc Alger française, c'est vrai, mais qui, bon, ça s'est mal terminé, je peux dire ça, puisqu'il passe du côté des résistants. Voilà, donc il y a ce groupe qui rentre à Alger, il y a l'autre groupe qui va rentrer en Italie, Cassano jusqu'à Rome pour libérer l'Italie, voilà, puisque Mussolini avait été capturé. Donc il y a deux fronts qui viennent d'Afrique, mais on oublie souvent le troisième front qui venait d'Afrique, c'est celle qui quitte à Brazzaville. Voilà, c'est la division Leclerc, celle qui a été vraiment même, celle qui a permis qu'aujourd'hui en France on ne parle pas allemand. C'est la division Leclerc. Et il y avait le quatrième front, celle qui est venue de l'Angleterre, qui a débarqué sur la plage d'Omaha, qui a débarqué en Normandie, le débarquement de Normandie en 1944. Donc quand ces forces, principalement les deux qui rentrent par le sud, c'est-à-dire la division Leclerc, les forces françaises d'Afrique, et puis bon, ceux aussi qui rentrent à partir de l'Algérie, et ils vont tous se retrouver à Marseille. Les nazis décident d'occuper la France jusqu'en bas. Donc il faut déjà repousser ceux-là, il faut déjà les occuper, les résistants qui étaient dans les maquis, dans les villages, etc. de France, eux aussi se battaient. Il fallait maintenant que ceux maintenant qui sont en Angleterre puissent faire le débarquement. Hitler le savait, mais il ne savait pas quand. Il s'est dit c'est un mauvais temps, ils ne vont pas le tenter, mais ils sont venus le 6 juin 6 juin, c'est ça, ou 6 mai 1944. Donc, quand la division Leclerc arrive, elle commence donc son trajet depuis Brazzaville à pied, en passant par N'Djamena au Tchad, et ils montent à pied jusqu'en Afrique. Ils ont traversé toute l'Afrique à pied. Voilà. Et ça, De Gaulle ne l'a pas oublié. C'est pour ça qu'il promet l'indépendance aux Africains. Si vous venez m'aider et que je peux libérer la France, je vais vous donner votre indépendance.